Le gouvernement togolais poursuit la mise en œuvre de sa politique de décentralisation inscrite dans la réforme 5 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Cette réforme vise à améliorer la coordination entre l'administration centrale et les collectivités territoriales afin de favoriser un développement harmonieux du pays. Lors du Conseil des ministres de ce jeudi, un projet de décret a été examiné en première lecture pour encadrer les conférences administratives régionales et préfectorales. Objectif: renforcer la cohérence des politiques publiques, optimiser l'utilisation des ressources et assurer un suivi plus efficace des programmes étatiques dans le but de garantir une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des populations locales. En parallèle, en décembre dernier à Kara, le gouvernement a validé le rapport diagnostic de la politique nationale de décentralisation pour la période 2024-2034. Ce document, élaboré en concertation avec les autorités locales et la chefferie traditionnelle, propose des mesures pour moderniser la gouvernance territoriale et renforcer le développement socio-économique des régions. Pour soutenir cette dynamique, l'État prévoit un budget de 32 milliards de francs CFA en 2025, soit 91% du budget du ministère en charge de la décentralisation. Cette allocation vise à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des compétences transférées et à renforcer leur autonomie financière. À travers ces initiatives, le Togo compte ancrer la décentralisation dans sa stratégie de développement en structurant le dialogue entre les administrations et les collectivités pour une gestion plus efficace des territoires. La Cour d'assises de Lomé a fermé la première session de ses assises le vendredi 7 février 2025. Ouvertes le 20 janvier dernier, les assises ont permis de plancher sur une soixantaine de dossiers impliquant plus de 135 personnes. Ces mises en cause étaient principalement accusées de meurtre et d'assassinat, de viol, de pédophilie et d'inceste. Certains de ces dossiers traitent de violence, de traite de personnes, de trafic international de drogue à haut risque, de vol et de destruction volontaire des biens et aussi d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le premier bilan de ces assises fait état d'une condamnation à la peine de réclusion criminelle maximale de 50 ans. Contre 12 autres mises en cause, la Cour d'assises a prononcé une condamnation de 30 ans de réclusion criminelle. 2 autres condamnations ont porté sur 25 ans de réclusion criminelle. 20 ans ont été aussi retenus contre 29 personnes et 6 autres ont écopé d'une réclusion criminelle de 15 ans. 2 condamnations ont porté sur la réclusion criminelle de 11 et de 14 ans, 44 condamnations de réclusion criminelle de 10 ans et 14 de 6 à 9 ans de réclusion criminelle et 7 condamnations à la réclusion criminelle de 5 ans. Dans les décisions finales, la Cour d'assises a aussi jugé bon d'acquitter 7 prévenus pour irresponsabilité pénale et accord du bénéfice du doute. Parmi ces condamnations, certaines sont assorties d'amendes dont le montant total s'élève à près de 500 millions de francs CFA en dehors des dommages et intérêts au profit de l'État togolais. Ceux-ci s'élèvent à 10 millions de francs CFA. Rappelons que les dernières assises remonte à 2022. Karou Wawim est le récent détenu à avoir rendu l'âme en pleine détention. Arrêté et mis sous mandat de dépôt depuis 2018, il a été jugé récemment et condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Une condamnation par contumace puisque Karou Wawim était gravement malade et n'a pu assister à son procès. Il est décédé le 9 février dernier. Cet énième décès en détention a interpellé les organisations de défense des droits humains. Elles s'interrogent une fois encore sur les conditions de détention dans les maisons d'arrêt togolaises, plus précisément à la prison civile de Lomé. Le 25 janvier dernier, bien avant son jugement, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo a dans un communiqué alerté l'opinion publique sur l'état de santé de M. Karou Wawim. Selon les organisations de défense des droits humains, 9 personnes ont été recensées comme décédées en détention depuis 2018. Karou Wawim vient de s'ajouter à la funeste liste. Les défenseurs des droits humains pointent du doigt les conditions d'incarcération comme première cause de dégradation de la santé des détenus. Certaines vont jusqu'à soupçonner des actes de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants sur des détenus.
Les organisations de défense des droits humains sont revenues sur les recommandations de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Elles ravivent l'appel à la fermeture de la prison civile de Lomé, jugée non conforme à cause de la vétusté du bâtiment et du surpeuplement des cellules. Le passeport togolais est désormais passé au deuxième rang des documents de voyage les plus avantageux de l'espace UEMOA. C'est ce que révèle le classement 2025 de l'indice mondial de passeports publié par le cabinet britannique Henley & Partners. Sur le plan mondial, le passeport togolais est classé 81e cette année. Il a ainsi gagné 2 places sur le classement précédent. Dans l'espace économique et monétaire ouest-africain UEMOA, c'est le passeport béninois qui occupe la première place du classement. Cependant, il occupe le 74e rang mondial et 16e sur le plan continental. Le Burkina Faso complète le trio de tête de la zone, se positionnant au 82e rang mondial et 25e rang africain. En Afrique, les Seychelles conservent leur statut de passeport le plus puissant. Les îles occupent le 25e rang mondial. En Afrique de l'Ouest, le Ghana et le Bénin sont leaders et classés 74e rang mondial. À l'échelle mondiale, le classement est dominé par le Singapour. Le passeport singapourien permet aux détenteurs de visiter 195 pays sans visa. Il est suivi du Japon qui garantit à ses citoyens 193 destinations sans visa. Le critère principal de ce classement est le nombre de destinations qu'un passeport peut permettre à son détenteur d'accéder sans visa avec un visa à l'arrivée ou avec une autorisation de voyage électronique. Ainsi, le passeport togolais garantit l'accès à 61 destinations sans formalité préalable. L'attente est longue à l'aéroport de Bamako. Après plus de 25 ans, Amadou s'apprête à revoir sa fille biologique. Baptisée Fatoumata à sa naissance, elle se prénomme désormais Pauline. De Paris à Bamako, l'enfant du pays retrouve enfin les siens. Elle rencontre ses frères et sœurs pour la toute première fois. Ah mais là c'est un melting pot d'émotions, il y a trop de choses, l'excitation, là je relâche toute la pression là, parce que c'était très long et j'attendais ce moment-là depuis des années, donc là c'est incroyable. Après une nuit à Bamako, Pauline retrouve le reste de sa famille. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Une issue inespérée pour la jeune femme qui a toujours pensé avoir été abandonnée. Née en 1993, au Mali, elle est confiée à l'association Rayons de Soleil pour, selon sa famille, recevoir des soins en France. Elle n'a que 2 ans lorsqu'elle est séparée de son père biologique. Amadou affirme n'avoir reçu de ses nouvelles qu'une seule fois, 3 mois après son départ. Pauline devait pourtant revenir après avoir été soignée. Elle n'a pas été abandonnée. Elle est partie juste pour un soin en France. Oh, mais on a aujourd'hui plus de 30 ans, hein, depuis dans les années 95. 30 ans durant lesquels Pauline est proposée à l'adoption par l'association et définitivement accueillie par une famille française. Une adoptée, au parcours similaire, sonne l'alarme. Une adoptée du Mali qui est entrée en contact avec moi pour m'interpeller justement sur le fait que j'avais été adoptée par l'association Rayons de Soleil et que dans mon dossier, potentiellement, il pouvait y avoir des choses pas vraies et pas claires. Tout bascule en 2020. Pauline lance un avis de recherche sur les réseaux sociaux via un influenceur. Des proches de sa famille biologique la reconnaissent sur une photo et retrouvent sa trace. Aujourd'hui membre du collectif des adoptés français du Mali, la jeune femme a déposé plainte contre l'association Rayons de Soleil. Une plainte toujours en cours d'instruction. J'ai retrouvé mon histoire, j'ai ma famille autour de moi, mais il y a plein d'enfants adoptés en France qui n'ont pas retrouvé leur famille. Pour moi, c'est trop grave pour qu'il ne se passe rien en fait. En décembre 2022, le gouvernement français a interdit à Rayons de Soleil de proposer des enfants à l'adoption. Décision depuis annulée par le tribunal. De son côté, l'association réfute toute participation à un trafic d'enfants.
Il est ressorti sans menottes de l'audience car sans mandat de dépôt, mais Damana Picas est bien condamné à 10 ans de prison. Le deuxième vice-président du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, est notamment connu pour avoir en 2010 déchiré en direct les résultats de la commission électorale. Il vient d'être condamné pour, entre autres, atteinte à la défense nationale pour l'attaque contre un camp militaire à Abobo en 2021. L'assaut avait été repoussé et les 3 assaillants tués. Ses avocats dénoncent un procès politique. Ceux qu'on condamne ici sont des gens qui sont proches des fidèles lieutenants, je dirais, du président Laurent Gbagbo. Voilà, ceux qui ont toujours épousé sa cause et qui vont descendre dans l'arène et puis véhiculer son message politique. Et vous savez, les élections, c'est pour bientôt. Ce que réfute le procureur. Pour lui, Damana Picas était le financier de cette attaque. Il a été dénoncé par un de ses co-accusés. Le procureur a fustigé des individus qui ont refusé la défaite électorale et qui voulaient renverser le régime en place. Nous n'avons pas poursuivi M. Damana Picas en raison de sa qualité d'homme politique. Non! Damana Picas a été poursuivi en raison des faits qui sont particulièrement graves, qui lui sont reprochés. Donc ce n'est pas sa qualité d'homme politique. En plus, est-ce que la qualité d'homme politique constitue une immunité? Non! Un autre proche de Laurent Gbagbo, Justin Kwa, secrétaire général adjoint du parti, vient lui aussi d'être condamné à 10 ans de prison pour, entre autres, attentat à l'intégrité du territoire, pour ses appels à des actions violentes lors du rejet de la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2020. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme se dit inquiet. L'OIDH fait de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Les poursuites et les procès engagés en Côte d'Ivoire nous paraissent sélectifs. Or, nul n'est vraiment au-dessus de la loi. Ça présente le tableau de procès ou de poursuites politiquement orientées. Les avocats de Damana Picas et Justin Kwa ont déjà annoncé vouloir faire appel. Il est ressorti sans menottes de l'audience car sans mandat de dépôt, mais Damana Picas est bien condamné à 10 ans de prison. Le deuxième vice-président du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, est notamment connu pour avoir en 2010 déchiré en direct les résultats de la commission électorale. Il vient d'être condamné pour, entre autres, atteinte à la défense nationale pour l'attaque contre un camp militaire à Abobo en 2021. L'assaut avait été repoussé et les 3 assaillants tués. Ses avocats dénoncent un procès politique. Ceux qu'on condamne ici sont des gens qui sont proches des fidèles lieutenants, je dirais, du président Laurent Gbagbo. Voilà, ceux qui ont toujours épousé sa cause et qui vont descendre dans l'arène et puis véhiculer son message politique. Et vous savez, les élections, c'est pour bientôt. Ce que réfute le procureur. Pour lui, Damana Picas était le financier de cette attaque. Il a été dénoncé par un de ses co-accusés. Le procureur a fustigé des individus qui ont refusé la défaite électorale et qui voulaient renverser le régime en place. Nous n'avons pas poursuivi M. Damana Picas en raison de sa qualité d'homme politique. Non! Damana Picas a été poursuivi en raison des faits qui sont particulièrement graves, qui lui sont reprochés. Donc ce n'est pas sa qualité d'homme politique. En plus, est-ce que la qualité d'homme politique constitue une immunité? Non! Un autre proche de Laurent Gbagbo, Justin Kwa, secrétaire général adjoint du parti, vient lui aussi d'être condamné à 10 ans de prison pour, entre autres, attentat à l'intégrité du territoire, pour ses appels à des actions violentes lors du rejet de la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2020. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme se dit inquiet. L'OIDH fait de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Les poursuites et les procès engagés en Côte d'Ivoire nous paraissent sélectifs. Or, nul n'est vraiment au-dessus de la loi. Ça présente le tableau de procès ou de poursuites politiquement orientées. Les avocats de Damana Picas et Justin Kwa ont déjà annoncé vouloir faire appel. Les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais poursuivent leur percée dans l'est de la RDC. Après avoir pris le contrôle de Calais et Centre et les localités de Biambacha et Kabamba, le mouvement du 23 mars s'est emparé vendredi de l'aéroport de Kavumu, à seulement 30 km de Bukavu.
Cette infrastructure stratégique est essentielle pour les vols humanitaires et militaires dans la région du Sud Kivu. Selon des sources locales, les rebelles du M23 et les forces armées rwandaises sont entrés dans le territoire de Kabare dans la matinée. La ville de Bukavu fait face aux menaces des groupes rebelles qui ont conquis Goma il y a quelques semaines, mais peinent encore à y installer un gouvernorat. L'aéroport est toujours fermé et la vie scolaire et économique tourne au ralenti. Face à cette escalade, le président Félix Tshisekedi cherche un soutien international accru. Il participe à la 61e conférence de Munich sur la sécurité qui se tient jusqu'au dimanche. Dans le même temps, les chefs d'État de l'Union africaine vont plancher sur la crise en RDC lors de la 38e assemblée de l'UA à Addis Abeba. Les enfants haïtiens sont de plus en plus souvent enrôlés contre leur gré par les gangs, selon un rapport d'Amnesty International publié ce mercredi. Contraints de porter des armes, d'espionner la police et les groupes rivaux, ils n'ont souvent pas d'autre choix que d'obéir sous la menace. D'après l'UNICEF, entre 30 et 50% des membres de gangs seraient aujourd'hui des mineurs. Certains sont forcés d'assister à des exécutions. L'ampleur de la crise humanitaire aggrave la situation. Près de 2 millions de personnes sont au bord de la famine et 1 million d'enfants vivent dans des zones sous contrôle des gangs qui dominent la capitale, Port-au-Prince. Les jeunes filles sont aussi victimes de violences, kidnappées, violées, certaines tombent enceintes, dans un pays où l'accès aux soins est extrêmement limité. Selon Amnesty International, les enfants ne sont pas seulement menacés par les gangs, mais aussi par les forces de l'ordre et les groupes d'autodéfense qui les soupçonnent d'être des complices. L'organisation appelle les autorités haïtiennes à agir en urgence, rétablir l'accès à l'éducation, fournir un soutien psychologique et garantir la réinsertion des enfants qui ont été forcés à collaborer avec les gangs. Nasser El-Khelaifi, président du PSG, a été mis en examen en France dans le cadre de l'affaire Lagardère. Il est soupçonné de complicité, d'achat de vote et d'abus de pouvoir. Selon la justice, l'homme d'affaires qatari aurait pu jouer de son influence pour que le fonds souverain de l'émirat, QIA, à l'époque actionnaire majoritaire du groupe, change de position en 2018 dans une querelle interne sur la gouvernance du groupe Lagardère, et ce, en échange de contrepartie. L'enquête suggère qu'El-Khelaifi aurait transmis à l'émir du Qatar une demande d'Arnaud Lagardère visant à obtenir un changement de position du fonds souverain, décision qui a finalement favorisé ce dernier. El-Khelaifi nie toute implication et dénonce une enquête injustifiée. Cette nouvelle mise en examen s'ajoute à d'autres procédures judiciaires en cours contre le dirigeant qatari qui demeure libre et sans contrôle judiciaire. Malgré cette situation, le Qatar a affirmé qu'il n'envisageait pas de se désengager du PSG ni de retirer ses investissements en France.